So it's a great pleasure to welcome Michael Levinas, a composer, a pianist. I will just say some few words about his long career, and I just want to remind you that among these famous works, as a pianist, he recorded all Beethoven sonatas and also the Bach well-tempered clavier. Michael was trained by Olivier Messiaen at the Conservatoire de Paris, where he's still a professor. And he was also director of the famous ensemble L'Itinéraire, an orchestra devoted to contemporary music. As a composer, Michael has been involved in the spectralisms and in the 1970s with Gérard Griset and Tristan Murail. The sound spectra was at the core of his composition, but Michael, I would say, never forgot the sense of sound, and his compositions are quite always linked to a text, even sometimes inaudible. The most recent pieces he composed are operas, notably The Blacks, based on Jean Genet's play, Metamorphosis, based on Kafka's novella, and The Little Prince, based on Saint-Exupéry's novella. He just composed, it's an oratorio, I would say. Would you say it's an oratorio? Your passion, the passion after Auschwitz. Which was very well received by critics. So Michael will present, I would say, his work and his conception about the sense of sound, and then Marilyn Nonken will say will react. It's also, of course, a great pleasure to have Marilyn involved, and it's quite weird for me to introduce Marilyn here at NYU. She's so well known, but let me just remind you that she began her career touring with the complete piano music of Schoenberg and Boulez. For the last 15 years, she has specialized in the work of composers associated with the spectral music. She worked closely with Tristan Murail. She recorded many of his works. And she wrote an amazing monograph about the spectral piano. I would say it's kind of the Bible of the spectral music. And it's so-called the spectral piano from Liszt and Debussy to digital age. It's now just released in paperback. So it's for us, for Sarah and I, it's great to be at the origin of their encounter. Because Marilyn never met Michael. And so, they practiced the day before, and I think that could be the beginning of collaboration. I hope so. And then we'll hear Irina Kataeva-Aymar, who is also an international pianist. She was trained in what we can call the Russian school at the Conservatoire Supérieur de Moscou. And she's now professor in the Conservatoire in France and Évry. And she was very close to Olivier Messiaen in the 70s, and she's one of the best interprets of Olivier Messiaen's work. And also she was close to Ligeti. Ligeti even composed a piece of music for her. And thanks to
Maria will have the translation of Michael's speech because he preferred to speak in French. But so we will have Maria Sanchez Reyes is a graduate student at NYU, and thanks to her, we have the consecutive translation. So I will have some time to stop your speech, Michael, allowing Maria to translate it, okay? So Michael, welcome. Bon, alors d'abord... Yeah, it works. D'abord, je m'excuse de parler en langue française dans un colloque aussi brillant sur le plan de la langue anglaise notamment. Et je remercie bien sûr Madame Sarah-Kay, François Nudelman et Marilyn Nonken pour cette invitation ici. Alors l'intitulé de cette colloque, et je dirais l'unité, porte sur le sens du son. En fin de compte, ce n'est pas exactement ça, c'est le sens et le son. Mais moi, je dis le sens du son, ou le son du sens. J'ai longuement hésité sur la façon d'aborder ces thématiques, d'autant que ma démarche s'est toujours inscrite dans une recherche sonore. J'ai créé des textures de timbre qui ont marqué le langage spectral, sans pour autant formaliser l'écriture par les structures internes. Dans mes premières œuvres, la métamorphose du son instrumental, la révélation de ce que j'appelais les structures cachées de l'instrument et sa vocalité ont été des moments essentiels de mon travail de composition qui ouvrait un champ imaginaire. Je vais tenter aujourd'hui de donner quelques repères qui mettront en évidence l'évolution d'un langage qui m'a mené à développer une écriture basée sur l'exploration du timbre sans ramener le musical à la pure matérialité du son. Okay, perhaps just a stop now. And Maria. So after excusing himself for having to speak in French, Michael Levinas thanked everyone in this panel and Sarah-Kay for the invitation. His work has always had the research of sound at its core, creating timbre textures that influence spectral language without fully formalizing its writing. Important moments in his work as a composer from his earliest works were the metamorphosis of instrumental sound, the revelation of hidden structures of the instrumental and its vocalism, and these elements opened up an imaginary field in music. So the main goal of this talk is to illustrate the evolution of the language that helped develop a type of writing based on the exploration of timbres without reducing the musical to the pure materiality of sound. Je parlerai notamment de mes dernières œuvres, de la polyphonie de la phrase musicale, des échelles altérées, et de la relation avec la syntaxe de la langue, ce que j'ai appelé précisément jadis, dans certains de mes textes, la relation entre le sens et le son. J'aborderai pour finir la question de la notation et de la transmission par l'écrit. He will talk about his latest works to discuss polyphony, the musical phrase, alternate scales, and the relationship of sound and the syntax of language, and the relationship between sense and sound. Finally, he will address the question of notation and the written transmission of sound. Rappelons des faits certes bien connus. C'est dans le contexte de la classe d'Olivier Messiaen des années 70, de l'arrivée de Pierre Schaeffer au CNSM, du retour de Pierre Boulez en France et de la création de l'IRCAM, que j'ai fondé avec Thierry de Sansmurail et Gérard Griset l'itinéraire au sein duquel naîtra la musique spectrale. Nous étions marqués par tous les bouleversements sonores de l'après-guerre, certes le marteau sans maître, comme tous, mais Varèse, les studios électroniques, les œuvres orchestrales de Xenakis,
puis Ligeti, ce que Messiaen appelait les sons inouïs. Some facts for context. So in the context of Olivier Messiaen's class in the 70s, the arrival of Pierre Schaeffer to the CNSMDP, the National Superior Conservatory of Paris for Music and Dance, and the creation of IRCAM, the Institute for Research and Coordination in Acoustics and Music. Lévinas founded Itinéraire with Tristan Muraille and Gérard Grisset, from which spectral music was born. They were influenced by post-war sonorous explorations, such as Edgar Varèse, Electronic Studios, the orchestral works of Yannis Xenakis, and Ligeti, and all that, what Messiaen called the unheard sounds. La modernité, alors, toute petite aparté, je la fais commencer beaucoup plus tôt, je la fais commencer au début du XIXe siècle. Celle-là, la modernité de la création musicale, avait vu évoluer tout au long du XXe siècle des structures de langage dont les fondements consistaient à découvrir des sons nouveaux, des découvertes acoustiques et spatiales, donc des formes inédites, libérées de tout modèle, mais révélées par la lutherie. Des assemblages orchestraux spécifiques, l'électricité, les médias des haut-parleurs et plus généralement les nouvelles technologies, le progrès. In the 20th century, composers were seeking new structures of language, new sounds, spatial and acoustic discoveries, and new forms freed in music, new forms freed from every model of instrument making, specific orchestral assembling, electricity, and generally new technologies and progress. Il en résultait une personnalisation chez les créateurs des matériaux sonores anticipant ou stimulés par ces évolutions incessantes des lutheries. La musique de studio semblait rendre anachronique la partition et les formes écrites. Pianiste, compositeur et compositeur-pianiste, j'avais souvent abordé la création par le clavier et resté très inspiré par la possibilité de modeler avec mes mains le son comme un compositeur de musique électroacoustique ou comme un plasticien. À la création de l'IRCAM, je découvrais les bouleversements sonores de Jean-Claude Risset, surtout Mutation, les illusions acoustiques et spatiales de Tschöning. Tout semblait donc possible avec le son et la technique. And as a result of all this progress, sound materials were more personalized, and this accelerated the constant evolution of instrument making. The way in which he came to find spectral music was after working with keyboards in particular, and he became inspired by the possibility of modeling sound with his bare hands, like an electroacoustic music composer or like a plastic artist. When IRCAM was created, he discovered Jean-Claude Risset's sound innovations, mutations in particular, and John Chowning's acoustic and spatial illusions. So everything seemed possible with sound. J'ai évoqué dans l'intitulé de ma communication la question de la relation du son à l'écriture et de l'écriture au son. Faut-il encore rappeler le choc de Stimmung de Stockhausen, un vrai tournant dans la genèse du courant spectral et de l'élaboration d'une écriture du timbre. Comme je l'ai dit plus haut, le sens du son ne me conduisait pas vers cet avatar de la démarche sérielle que représentait pour moi le formalisme du timbre. Stockhausen's Stimmung had a huge impact upon the origins of spectral movement, and the conception of timbre writing. And all this without flirting too seriously with serialism and its formalism of timbres.
Les œuvres qui ont jalonné ma participation en tant que fondateur de l'itinéraire et du courant spectral sont Arcis et Thésis ou La chanson du souffle pour flûte basse, 1971, Clove et âme pour trombone, tuba et percussion, 73, Appel pour 11 instruments, 74, Concerto pour un piano espace numéro 2, 77-81, Ouverture pour une fête étrange pour 2 orchestres et bandes, 79, et Les rires du Gilles. Toutes ces pièces étaient mixtes et travaillaient sur la transformation instrumentale en temps réel. Ces œuvres étaient centrées sur le son, mais s'orientaient d'ores et déjà vers une écoute instrumentale très proche de la vocalité, des formes narratives allégoriques allant vers la théâtralité. The works that marked his participation as a founder of Itinéraire are Arcis et Thésis, ou La chanson du souffle for bass flute from 1971, Clove et âme for trombone, tuba and percussion, 73, Appel for 11 instruments from 74, Concerto pour un piano, espace numéro 2 from 77 to 81, Ouverture pour une fête étrange for 2 orchestras and bands, from 79, and Le rire du Gilles. These pieces of mixed technique focus on instrumental transformation in real time. Tout en créant des textures spectrales qui influençaient parfois la musique de mes cofondateurs, mes œuvres, mes pièces ouvraient un champ formel hors du système spectral en travaillant sur des créations sonores instrumentales très proches d'une hybridation avec la voix, des phonèmes de la langue parlée, mais ce n'est pas du kagel, hein. La voix animale, le souffle de la souffrance et le rire-peur. D'emblée, se posait la question de la notation. À Darmstadt, Helmut Lachenmann avait porté tout de suite son attention à ce travail qui n'était pas du théâtre musical. So these pieces were also focused on sound, but already directed towards an instrumental listening, quite similar to vocalism and allegoric narrative forms, closer to theatricality. Levinas's work then opened a formal field outside of the spectral system, as they created instrumental sounds similar to a hybrid of voice, the phonemes of spoken language, animal voice, the breath of suffering, laughter, crying. Je vous propose d'entendre maintenant 2 extraits de pièces fondatrices de l'époque de l'itinéraire et du courant spectral. Tout d'abord, Arcis et Thésis, ou La chanson du souffle, créée à l'itinéraire par Pierre-Yves Artaud. So first example. S'agissait pour moi This is an example from Arcis et Thésis, ou La chanson du souffle, for bass flute, 71. S'agissait pour moi de générer les fondements de la mélodie par le souffle, dans sa structure respiratoire. Le timbre devient mélodie par l'inspiration et l'expiration. Je cite ce que j'écrivais à l'époque. Un son qui, dans son acceptation de sa mortalité, est déjà mélodie, c'est ce que j'appelle Arcis et Thésis. Une mélodie qui inspire et expire,
un son qui transcende sa matérialité sonore devant, dans sa mort, une épiphanie du visage. Le mélodique, c'est aussi le son qui sait mourir. Il n'empêche que si le musical est essentiellement le son, une texture sonore qui possède ses propres lois acoustiques, elle aussi irréductible et harmonieuse, alors ce que j'appelle la fêlure du son, l'essoufflement, l'expiration, son savoir mourir, serait cet instant qui se voudrait sublime et névralgique, où le son transcende sa pure matérialité, ainsi que les lois qui l'ordonnent. So in this piece, thanks to breath structure, timbre became melody through inhalation and exhalation and breath. And he quotes a line from something that he wrote at the time. A sound that escapes its mortality is already a melody. And he calls this arsis et tessis, a melody that inhales and exhales, a sound that transcends the pure materiality of sound with its death and epiphany of the face. The sound that knows how to die is the melodic. Nevertheless, if the musical is essentially sound, a sound texture that has its own acoustic laws, equally reducible and harmonious, what he calls the fracture of sound, breathlessness, exhalation, its savoir mourir, would then be this sublime and crucial moment where sound transcends its pure materiality, as well as the laws that bind it. Le deuxième exemple que je vais vous faire entendre pour 11 instruments, appel, dont un corps solo, il s'agit d'une pièce également marquée par Stimmung, contemporaine d'ailleurs des premières œuvres de Gérard Griset. Tous les instruments sont sonorisés et les vents joués devant des caisses claires. Influencé par Stimmung, je transposais l'effet organique d'apparition des fréquences du spectre par un effet organique, l'excitation spatiale du timbre de la caisse claire, ainsi que par le son du corps et des cuivres. On entendait une sorte de vibration spatiale et un effet de bruit blanc, un effet de souffle et de tragique. Je recherchais déjà l'essoufflement du son qui sera présent dans toute ma musique jusqu'à ma dernière œuvre, La Passion, après Auschwitz. So the second example comes from Appel, with a French horn solo. The winds play in front of snare drums. Influenced by Stockhausen and Stimmung, he opted for an effect of spatial stimulation of the timbres of the snare drums, the horn and other brass instruments. The result is a sort of spatial vibration and a white noise effect, like breathlessness of sound. La dernière œuvre que j'ai écrite pour l'itinéraire date de 1985. Elle va être reprise à Paris cette année. C'est un opéra. J'ai quitté l'allégorie pour l'opéra. C'était la conférence des oiseaux d'après le texte persan d'Attar. La fin de cette période spectrale à laquelle je n'ai pas complètement adhéré a nécessité de procéder à une réflexion théorique. J'avais ressenti comme un risque d'enfermement
dans une pure matérialité du son, devenu un avatar du formalisme sériel, et j'avais ressenti également un certain dogmatisme acoustique, technologique, qui se voulait progressiste. Je ne m'identifiais pas à certains réflexes d'écriture formelle engendrant des processus sonores très proches des trames électroacoustiques de l'époque. Le son pour le son. Je ressentais comme un appauvrissement polyphonique et une difficile relation avec un des fondements de la musique, c'est-à-dire la relation à la textualité. Bref, je ressentais comme un espace réducteur. The last piece he wrote for Itinéraire is from 1985, where he left the allegory for the opera, and it was La Conférence des Oiseaux, after the Persian text by Attar of Nishapur. And en gros, according to him, this spectral period that was ending needed to work on a theoretical reflection, as it was too close to the pure materiality of sound that tragically became serial music formalism. And he thus detached himself from the spectral movement and from some of the formal writing tendencies that created sound processes very similar to electroacoustic textures or patterns, that is, sound for sound's sake. Je n'aurai pas le temps ici de décrire les différents épisodes du travail qui m'ont conduit à aborder d'une part des formes purement instrumentales, mais aussi la question de l'opéra, comme on dit, ce qui nous ramène à la thématique de ce colloque, le sens, la mienne, le sens du son. Dès 1982, dans un texte intitulé « Le son et la musique », j'écrivais « Le musical ne saurait être ramené aujourd'hui à la question pourtant essentielle de la maîtrise du son, décomposition et recomposition, maîtrise technique des composantes physiques du son, qui ne devrait pas être confondue avec la signification musicale du phénomène sonore. Cette confusion est d'autant plus importante lorsqu'elle s'étend au rapport entre la forme et le son dans l'œuvre musicale, alors que l'ordre intérieur de ce timbre-harmonie serait l'élément déterminant de toute l'organisation de cette œuvre. So, paraphrasing a quote from 1982's Le son de la musique, technical mastery of the physical components of sound should not be confused with the musical meaning of sonorous phenomenon. This confusion is all the more important as it extends itself to the relationship between form and sound of the musical work. Puis je m'interrogeais, mais qu'est-ce donc que le musical ? L'analyse s'est toujours révélée impuissante à répondre à cette interrogation et à inspirer l'élaboration de l'œuvre. Je me demande si le dogme du son pour le son ne mène pas à cette impasse, car ce son devient pure qualité objective. Ainsi, nous pourrions dire que le son devient musical lorsque cette qualité et réalité objective devient aussi indétermination, ambiguïté, parce que suggestion, comme s'il y avait un au-delà du son dans le son. The question still remains, what is the musical then? As analysis seem futile, the answer to this question is, in gros, sound becomes musical as its objective quality, and reality become indetermination, ambiguity, a suggestion, as if there was a beyond for sound in sound. Je prononçais aussi à Darmstadt en 82, dans le séminaire de l'itinéraire, une conférence qui a engendré un véritable schisme, à mon avis jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Je posais clairement la question, qu'est-ce que l'instrumental ? J'appelle l'instrumental tout son produit en temps réel
par l'intervention du corps humain. Le son prolonge alors immédiatement un mouvement du corps et dans ce prolongement, on appelle aussitôt à des possibilités imaginaires auxquelles le corps du musicien-compositeur répond naturellement. Tels sont, bien entendu, les sons produits avec les instruments traditionnels, cordes, vent et percussions, la voix, celles qui chantent des mots ou des phrases, on en parlera. Mais les sons de source technologique peuvent aussi être compris dans cette définition. Ils portent aussi comme la trace, bien sûr, comme la trace de la vie du corps. Bien sûr, le temps de la conception formelle, l'écriture et la notation découleront déjà de l'immédiateté et du rythme charnel du temps réel par lesquels nous avons défini le son instrumental. The central point that created chasm amongst the members of Itinéraire was that the instrumental is all sound generated in real time by the intervention of the human body. This sound extends a movement of the body and its continuation, and it quickly brings imaginary possibilities, to which the body of a musician or a composer answers naturally. These are, of course, the sounds created with traditional instruments, but also sounds from technological sources may be included in this definition. They too carry the trace of the life of a body, the time of formal conception, writing, and notation, and are derived from immediacy and carnal rhythm of real time, by means of which we define instrumental sound. Qu'en est-il aujourd'hui ? Je vais maintenant essayer de situer autour de 4 œuvres récentes mes orientations actuelles concernant cette relation essentielle et abordée dans ce colloque entre le sens et le son. La question du temps formel, c'est-à-dire le travail sur les échelles qui s'altèrent, l'hybridation des transitoires d'attaque. Il s'agit ici d'un passage obligé pour moi dans la relation texte-musique, dans l'évolution instrumentale, la narration, la phrase musicale dans la langue et le langage musical, langue et langage musical et langue, toujours en relation avec la question formelle, ce que j'appelle l'au-delà du son. To talk about the instrumental today, the question of formal time is central. It's also central to thinking about the relation between text and music. Pour commencer, j'évoquerai une œuvre dont le temps ne m'empêche de montrer les exemples, c'est Préfixe. C'est une œuvre, une commande de l'IRCAM de 1990. C'est une œuvre transitoire qui est la tentative de réaliser par l'informatique un de mes premiers rêves de la création sonore, hybrider les transitoires d'attaque entre les instruments et la voix, entre les instruments et la langue. L'instrumental. L'écriture de Préfixe était à la fois polyphonique, avec des canons à l'unisson et des sortes de lignes mélodiques entrelacées, créant le lien polyphonique entre les instruments acoustiques et la synthèse de croisement. So he'd like to present an excerpt from Préfixe, which is a transitory piece, an attempt to realize through informatics the hybridization of attack transients, or high musical peaks, of instruments and voice, instruments and language. And Préfixe's writing is at the same time polyphonic. J'aborde maintenant une pièce beaucoup plus, je crois, abouti, comme on dit, c'est Vleblak Men, l'opéra, sur Jean Genet.
l'altération, le sens du temps et du son. Comment établir le lien entre la création du son et la polyphonie? J'ai montré cette page d'orchestre, qui est la première page de l'ouverture des Nègres. Comment déployer une forme basée sur polyphonie et timbre? Alors là, c'est précis par rapport à l'école spectrale, qui ne serait pas un mécanisme de processus d'origine purement acoustique. J'avais été impressionné dans les années 92 par les polyphonies de Messiaen superposant le mode 1 et 2 dans la pièce de la 5e pièce de Turin-Guedilla, page 2. Il me restait aussi les souvenirs des polyphonies de mutation de Jean-Claude Risset, deux orientations essentielles concernant la synthèse entre timbre et polyphonie, les échelles constituantes de Messiaen et le leurre trompe-oreille chez Risset. So here's the beginning of Les Nègres, and the question to find alteration of the sense of sound and time is how can we create the link between creation of sound and polyphony as an attempt to get rid of purely acoustic process. And there are two important orientations concerning the synthesis between timbre and polyphony in his works. Je recevais au même moment un étrange être de Giorgio Ligeti qui fut très important pour moi. Il écoutait sur CD une de mes pièces de 1992, l'époque de cette réflexion sur relation entre polyphonie, mélodie, timbre, me signalant un faux glissandi dans cette pièce qui était, me disait-il, une polyphonie de sons résonnant de 3 pièces jouant des échelles en micro-intervalles. En relisant des pièces de Bartók et de Debussy, je constatais que les principes temporels des échelles qui s'altèrent progressivement formalisaient les fondements même du système tonal et de l'histoire de la relation entre forme et altération, hiérarchie modulante. Là aussi, j'ai renoncé à vous faire entendre une des études fondatrices de cela, c'est les cordes à vide de Ligeti. At the same time, Ligeti told him that after listening to the CD recording of his Rouban, he heard a false glissandi and described the piece as a polyphony of resounding sounds of 3 pianos while using microtonal scales. Thus, Ligeti helped him realize that the temporal principles of the scales limited the formal foundations of the tonal system and the history of the relationship between form, alterations, and modular hierarchies. And he would like to show us Ligeti's étude des cordes à vide. Voilà qui m'ouvrait un champ libérateur par rapport à la cellule spectrale génératrice. Cellule spectrale génératrice de formes datant de l'époque de l'itinéraire et qui me permettait de construire des espaces sonores issus de la polyphonie et non des polyphonies issues secondairement du déploiement des structures internes du timbre. Le courrier de Ligeti m'avait surpris et orienté. Il avait compris mon travail. Il n'avait pas seulement compris mon travail, il a orienté mon travail. C'est très important, je prends une toute petite seconde en français, simplement pour parler de cette question du leurre acoustique. Le leurre acoustique, selon Maurice Ravel, tout ce qui est orchestration est basé sur le principe du leurre. En fin de compte, ça préfigure toutes les recherches acoustiques. Et donc, Ligeti me disait dans ce courrier, vous n'avez pas fait un glissando, vous avez fait une polyphonie qui laisse croire que c'est un glissando. C'est le fondement de la relation entre polyphonie et timbre, et voire mélodie individuelle. So all this allowed him to move away from itinéraire, generated a form that didn't allow him to build sound spaces formed from polyphony and non-polyphonies.
And Ligeti's missive was really important because it helped him realize how what he was doing was an acoustic decoy, while thinking that presenting Glissandi, he was actually doing a polyphonic effect. L'ouverture de The Black Men, écrit après plusieurs essais, notamment un quintet à cordes préfigurant, a résulté, les lettres enlacées, a résulté de cette redéfinition de l'écriture, illusion paradoxale des octavations. La illusion paradoxale des octavations, telle qu'on peut le trouver d'ailleurs dans le quatuor de la fin du temps déjà de Messiaen, mouvement en diagonale entre les registres des polyphonies et altération progressive des échelles. The opening of The Blacks that resulted in the redefinition of writing with illusions of octavations, diagonal movements recording polyphonies, and progressive alternation of scales. Bon, là, j'ai pris deux exemples de recherche sur le son en relation dans cet opéra avec la fameuse hybridation de préfixes. Comment les personnages qui injurient le public vont sortir du texte de la langue française un rythme spécifique qui sera en même temps ce qu'on appelle en Afrique des sons tambourinés. Ce sont des recherches effectuées d'ailleurs avec l'ingénieur du son RIM qui a hier diffusé Répond Gilbert Nuno. Exemple de recherche et exemple de création. C'est pas écrit. Nous aussi, pour la vie, nous sommes de grands enfants. Et alors, quel domaine nous reste? Le théâtre, je vous en prie. Devenant dans l'opéra et j'oblige ma troupe à y faire en saut tous les samedis. Chant et Véronique, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? La troupe, ça, doit finir éclosée. Le phonème devenant instrument, le crrr, très caractéristique de Jean Genet, et relation entre le son et le mot. This is an excerpt from The Blacks again, where phonemes become an instrument, phonemes that are so particular to Genet's work. Encore plus actuel, les désinences, une commande de l'IRCAM 2014. Il s'agit d'une pièce pour 2 claviers. Cette fois, j'ai travaillé sur une polyphonie de battements acoustiques et sur la ponctuation d'une phrase musicale. J'ai écrit des grilles harmoniques d'accords brisés comme une écriture de chorale arpégée qui va harmoniser la phrase.
mélodie accompagnée. Le travail sur les désinences poursuivi à l'IRCAM a été très déterminant. Il poursuivait l'écriture de la 4e étude de piano qui sera jouée par Marilyn Duncan aujourd'hui. He'll show us an excerpt from Desinence for 2 keyboards. And what is important here is the polyphony of acoustic beats and punctuation of the musical phrase. And Marilyn will play this later. J'ai amené la partition pour qu'on voit le type d'écriture que c'est, qui est une évolution par rapport à 2 écritures préparatoires, notamment la 4e étude, qu'on peut voir là, qui devient, après 3 années de travail, cela. The scores for Desinence. Je m'explique. Dans chaque son du piano, il y a une désinence. Le son est faussement stable, comme si le piano avait des larmes. Le son du piano bouge avant d'être stimulé. Il s'agit d'une écriture chorale avec une technique particulière de doigté et de demi-pédale qui permettent d'entendre un continuo harmonique avec la possibilité de conduire une phrase mélodique qui sera en quelque sorte harmonisée. J'ai échantillonné à l'IRCAM avec Carlos Lorenzi chaque son de piano en renversant la désinence, le son monte. J'ai écrit des chorales polyphoniques complexes pour un piano acoustique et un piano MIDI avec des écritures de demi-pédale. Ce continuo ouvrira pour moi la voie à un travail sur les sons complexes résultant de polyphonie, conduisant à un texte chanté en ponctuant la phrase et son sens. So here, every sound of the piano, in every sound of the piano, he heard an ending. Sound is falsely stable. The piano seems to cry. The sound of the piano moves before it being stimulated. This is choral writing with a particular fingering technique and a half pedaling that allowed a harmonious continue, with the option of leading a harmonized melodic phrase. And with Carlos Laurenzi, his assistant at the IRCAM, he sampled every sound of the piano, reversing the ending, so sounds goes up, and wrote complex polyphonic chorales for leading into a song text that punctuates the phrase and its meaning. And here's an example. La question de la phrase mélodique. Je voudrais revenir maintenant sur la question de la phrase mélodique dans une approche qui ne se limite pas à la structure respiratoire. La phrase mélodique peut établir un lien avec le sens d'un texte. J'écris en 2000, les musiciens utilisent le terme de ponctuation et de phrase. La musique répondra-t-elle aux définitions qui déterminent les concepts linguistiques ? Cette question première ouvrirait le champ très vaste d'une réflexion qui porterait non seulement sur les relations complexes entre musique et textualité, et ce, à travers l'histoire des formes dans la musique occidentale. Il peut être affirmé d'ores et déjà que la musique a toujours su chanter la langue, relation mystérieuse qui ramène en ce début du XXIe siècle la question cruciale de l'opéra, la représentation, mais aussi le sens. Tension, détente, modulation, altération temporelle, cadence parfaite, imparfaite. Cela construit une grille harmonique de ponctuation qui correspondrait à celle d'une langue.
J'ai enlevé des choses. The melodic phrase might be related to the sense of a text, so it's an important question. And it's also important to avoid reducing it to a respiratory structure. Paraphrasing a quote from the 2000 text entitled Le son et les sens, a central question is how we use linguistic concepts to describe music. In a way, music had always known how to sing language, a mysterious relationship that brought, by the end of the 20th century, the question of opera and that of representation and sense and sound. Several elements make sound closer to following the logical structure of texts in a complex frame led by scales and chord charts. Un dernier exemple opératique direct, la métamorphose, le réveil de Grégor. Un beau matin, Grégor se réveille métamorphosé. Le son est métamorphosé par la technologie, certes. Dans la métamorphose, les grilles harmoniques résultent d'une analyse spectrale de la voix et du travail sur la relation entre consonnes et voyelles du chant presque animal. Ce qui est essentiel pour le sens du chant, c'est la structure de la grille harmonique. Le récit de sa souffrance est structuré sur des échelles harmoniques et sur des périodes de grille harmonique. Voilà les grilles harmoniques. Aussi Larcis et Thésis, bien sûr. This is an example of La Métamorphose, Le Réveil de Grégor. And here his work allows a true connection between language and musical language. In the Metamorphosis, Metamorphose, chord charts resulted from a spectral analysis of the voice and of the work on the relationship between consonants and vowels of a quasi-animal singing. Plus près encore, alors là vraiment dans un champ où sont, je dirais, la question technologique se retrouve d'une certaine manière beaucoup moins en avant, notamment dans Le Petit Prince. Dans Le Petit Prince, les structures que je viens d'évoquer conduisent à carrément des chansons qui sont basées sur ces éléments que je viens d'évoquer. Ainsi, par exemple, la scène du Petit Prince avec le spécialiste du train. C'est de la musique contemporaine. Ils reviennent déjà. Ce ne sont pas les mêmes, c'est un échange. Il n'est pas content là où ils étaient. On est jamais content là où on est. La vie. C'est possible, les premiers voyageurs. Tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche, tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche, tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Ils ne poursuivent rien du tout. Ils tombent là-dedans, oublient une fois. Et les enfants se décrasent, on est contre les vies. Tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Les enfants sur ces petits cherchent, ils perdent du temps. Pour une poupée de chiffon, quand on le leur enlève, ils pleurent,
example of an opera from 2014, where we hear the singing of Le Petit Prince carried by the continuo of the endings. Je voudrais, pour terminer cette communication, revenir sur la toute dernière pièce où les langues ne sont plus les langues françaises. Je pense notamment à l'hébreu et l'araméen, notamment la prière d'El Malé Rachamim, la prière des morts. Hein. Donc une syntaxe, une fonction des phonèmes qui est très spécifique, qui n'a rien à voir avec Saint-Exupéry ou avec les traductions que j'ai utilisées jusqu'à présent. L'exemple que je vais montrer, c'est le moment de la prière où les structures harmoniques, les structures polyphoniques constituent bien un timbre, mais ce timbre, lui, il déclenche un phénomène mélodique. We'll conclude with the beginning of La Passion selon Marc, après Auschwitz. In particular, the part that follows the first movement dedicated to the Jewish people in now Armenian and Hebrew. Partition entièrement écrite selon des principes polyphoniques à 36 voix, comme on peut les voir dans des écritures de Thalys, et entièrement contrôlée harmoniquement sur des échelles. C'est-à-dire qu'en aucun cas, il s'agit d'une écriture de type des compositeurs polonais des années 60, et sont dictées par la langue. Quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif par rapport à Penderecki, mais c'est un autre monde. Completely written partition based on Thalys's works, or according to his work. Le dernier exemple est d'une poésie de Paul Celan. J'ai fait entendre tout à l'heure la structure harmonico-polyphonique des désinences. Elles permettent de ponctuer une langue et ponctuer son sens. C'est le moment où le mot Kaddish et Iskor sont cherchés dans le fleuve par Celan lui-même. Harpe et piano en écriture de désinence. An excerpt from Celan's poetry that closes La Passion. Tausend
l'obsolescence des sons et les supports de la musique contemporaine. Comment transmettre cette musique si sonore, celle du XXe siècle technologique? J'ai essayé de donner quelques indications sur la façon dont mon travail a évolué et notamment comment la question du son et du sens est au centre de mes travaux depuis bien des années. Il n'en reste pas moins que l'identité sonore d'une œuvre, qui ne se base pas sur les invariants et des structures abstraites que l'on trouve encore jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, pose un problème, d'ailleurs évoqué aujourd'hui par Franck Madlener pour les nouvelles générations, mais pour les autres aussi, un problème de transmission qui peut être une acceptation de mourir ou une acceptation de ne pas transmettre, ce qui est historiquement très ancien, par le seul signe écrit. Certes, la transmission de la langue et du sens d'un texte peut se passer du son de cette langue. So how do we transmit such sound-based music, the music of the 20th century with its technology? The question of sound and sense in particular is, like we've seen, central to his work, and so has been sound's identity of the works that are based on invariants and abstract structures that we still find at the end of the 18th century. And that problematized transmission solely by means of the written sign. Language and meaning transmission of a text can be conveyed through the sound of this language. Savons-nous comment se prononcer les hiéroglyphes? En chinois, de ce que je crois savoir, le sens d'un mot est lié au son et à la variation de l'intonation, souvent en tout cas. J'ai beaucoup travaillé sur les intonations instrumentales, pour moi si proches de la vocalité. La problématique d'une musique qui structure son langage sur sa seule identité sonore pourrait devenir une langue morte dont les signes privés de sens seraient indéchiffrables. C'est le problème de beaucoup d'œuvres contemporaines et c'est parfois même le problème de mon propre travail. Se poserait d'emblée dans un certain nombre des pièces la question de cette notation sur laquelle Lachenmann poursuit une recherche importante avec la musique concrète instrumentale. La musique qui ne serait que structure de son unique, personnel, conçu par le créateur, comme un peintre mais qui laisse le tableau, ou un architecte qui laisse l'architecture, pour une seule œuvre, pourrait devenir une langue morte. Que resterait-il alors de cette musique si le son est privé du sens ou le sens du son? Quand serait-il des langues musicales mortes quand les sons qui la construisaient seraient oubliés et expiraient, sans texte? Il ne serait que l'énigme des caractères de notation ou l'obsolescence définitive des supports de conservation et des enregistrements. We don't know how to pronounce hieroglyphs, and similar to the way in which some languages, such as Chinese, the sense of a word is related to sound and its different intonations. In his work, vocality works in this way. And like languages, music that structures its language solely based on sound identity can become a dead language with meaningless and thus indecipherable signs. If there is no sense to sound, we would remain then with the enigma of notation characters or the definitive obsolescence of supports for conservation and recordings. Thank you very much, Michael, for this journey in your works. That's wonderful hearing you and listening to your works. It's great moments. And thank you very much to Maria. It was not easy to adapt to your sometimes improvisation, and so
That was great. Thank you very much. So, Marilyn, would you like to react and to say, well, different things about the sound spectralism and this quite distance with the spectralism that Michael talked about? Okay, thank you. Is this? The mic. It's on? Okay, great. I would just like to, it's hard to follow Michael, but I would like to say a few words about my experience with his music, and I think coming from hearing his music, I hope these comments have particular resonance. It's been great to present this round table with Irene and Michael in relation to so many other presentations the past few days, which I think also play into this. A few days ago, Sarah Kay began her talk, Singing with the Stars, with the statement, the modern study of sound goes hand in hand with ecology. And this has a lot of resonance for me, as spectralism is itself an attitude towards music and sound that is inherently ecological. Particularly in the 1970s and 80s, when this attitude was in its nascency, the composers associated with spectralism spoke to the musical work in terms of its acoustic processes and qualities, as we've just heard. The composers associated with the ensemble itinéraire distinguished themselves by seeking expression through the material itself, and their language suggested the immediacy of the listening experience, the singular perception of sound, and the impression of very physical forces at play. They emphasized dynamics and motions and energies, and the sense of acoustic elasticity, flux, transformation, and rupture. So Levinas's approach relates to that of other first-generation spectralists, like Griset, who spoke of an ecology of sound. And in prioritizing the heightened perception of what sound becomes, the spectral attitude emphasized this mutuality between the organism or the listener and the environment. It's been suggested that this use of ecological rhetoric was metaphorical or opportunistic, sometimes, and that spectralism's privileging this nature of sound could be understood, and this is a quote, in a quasi-Adornian fashion as a kind of material fetishism. There's no question that the rhetoric of the 1970s was of its time, and that there are interesting connections that can be made among the spectralists and various political, post-1968 political causes. But to localize this argument fails to acknowledge the many ecological and environmental aesthetic models that emerged in the late 20th century, which were linked to movements in technology, science, and philosophy. The emergence of spectral attitude was part of a more global paradigmatic shift, and taking a longer view of history, spectralism can be seen as a specific manifestation of one of many philosophical perspectives, generalizable as non-cognitive or non-conceptual ambient. Such perspectives do not deny the existence or function of cognitive processes, but maintain that something beyond the cognitive psychological component is integral to the aesthetic appreciation of environments, and that crucially there's no concrete distinction between natural and cultural environments. So ecological approaches emphasize the multi-sensory engagement with nature, culture, environment, and cosmos. As Sarah Kay had mentioned, music, poetry, and song are actions of the air in time and space. They form part of a cosmic design that, as well as manifesting abstract harmony, need to be apprehended as a life force, air as invigorating spirit, and actively transformative. From the ecological perspectives that we've just heard articulated, the body of the performer breathes and breathes life into the instrument, even the electronic sound. And so animated, sound is born, lives, and dies in the course of the performance. In this context, I like to consider the pianist-composer Franz Liszt, who died in 1886, is often associated with the excesses of Romanticism, but in many ways was a forerunner of modernism and a composer I've termed a proto-spectralist. Speaking of his relationship to the instrument, his instrument was piano, Liszt wrote that the performer breathes life into the lethargic body, infuses it with fire, and enlivens it with the pulse of gracefulness and charm. He changes the clay-like form into a living being. He must unfold scent and blossom and breathes into it the breath of life. Liszt was,
from all accounts, an extraordinary performer, and around him this cult of virtuosity arose. At the time, many critics deplored Liszt's focus on physical prowess at the instrument. Liszt's compositions and performances were characterized at worst as pandering to popular taste for the acrobatic, flamboyant, and vulgar. And his virtuosity was seen as divorcing music from higher meaning in its focus on the ephemeral and the bodily. Liszt was seen as advocating an aesthetic of composition and performance that, through its emphasis on virtuosity and sound making, prohibited meaningful representation. In Virtuosity in the Musical Work, Jim Sampson writes, "To prescribe virtuosity is to weaken or obfuscate any sense of an idea represented, a story told, or meaning rendered. The telling is designed to exceed the tale. Virtuosity has an evanescent quality, contingent on a particular moment, a precise location, an instrument, a performer, a manner of performance, and all of these contribute to a sense of physical presence and immediacy that forces itself upon us, blocking out representation. Virtuosity presents rather than represents. It encourages us to wonder at the act rather than commune with the work and its reference by way of the act." In Liszt's focus on the ephemeral quality of sound and its relation to the body, sound making, and space, he was an inspiration for the ecologically minded composers associated with spectralism. Mirail claims him as an influence on Territoire de l'Oubli from 1978 and his 2012 piano concerto, Les Désenchantements du Monde. As a concertizing pianist, Levinas may be even closer to Liszt, and certainly he performs his music. In 2013, saw the premiere of his Lenore d'après Franz Liszt for a Cider and Ensemble. Hugues Dufour, also trained as a pianist, suggests that Levinas borrowed the idea of piano space directly from Liszt and the novel schemes of virtuosity Liszt first explored in works like Les Jeux d'eau à la Ville d'Este from the third volume of the Année de Pèlerinage, published in 1842. There's a connection between the virtuoso creation of sound and the ecological perspectives of spectralism. Ecologically, virtuosity defines the environment of location, instrument, performer, and listener. Physical virtuosity was of interest to the spectrists precisely because it resituated the focus on the environment and the bodies inhabiting it. It's not coincidental that the composers associated with L'Itinéraire were themselves performers and sought to create a collective, and this is in their writings, which celebrated composers and performers on equal footing. So virtuosity is deployed by these composers tactically to lead towards the field of contemplation and away from a line of reasoning. By viewing music as an environment for contemplation, spectrally influenced composers redirect listeners to wonder at the act. This is a step theoretically towards re-enchantment and away from rationalization. Obstructing abstraction and rationalization liberates an awareness of the moment and courts immediate experience. The work presents itself. It appears. I've suggested that spectral composers were attracted to the possibility or fantasy of thinking in purely musical terms, sometimes without, beyond the symbolic, and freeing themselves from the mental obligation of assigning structural thematic significances and turning away from the formal metaphors and abstractions tied to more traditional genres. Working with Michael on his piano music these past few days has been a great experiment in making sense with sound beyond language, because regrettably I do not speak French, and I've been in the unique situation of working with him, a great communicator in many languages, but only through the sound of his own music. So we can't understand each other. We spent several hours working through Anaglyph and the Etude without the benefit of small talk, formalities, the typical schmoozing that seems to accompany most New York rehearsals. So for better or worse, I would venture, here I would venture to say better, specifically his music has been the essential conduit of our communication. I haven't analyzed his music, and he did not share with me any precompositional plans or charts, graphs. So it's, just personally, I'd like to say it's revealed to me again how much sense is in the sound itself, the specificity of the material that eludes simple systems of musical notation and frustrates language or exceeds language. The scores to the pieces you'll hear tonight
The written scores carry a wealth of information. The notation is extremely specific with regard to rhythms and tempi and articulation and dynamic. It's very clear. The script musical notation is also supplemented with text descriptions of physical techniques and desired effects, and even references to inspiring genres, the unmeasured preludes of the 18th century, early 20th century French piano music, and boogie-woogie. His titles are also evocative. So in approaching the score, I tried to refamiliarize myself with these genres and their practitioners. And as I had not worked with him previously, I also familiarized myself with his other scores and compositions and related works, like we just heard, his own recording of Anaglyph. Yet these references did not really hold the truth for me, as I found. In working with him, I'd actually been led astray by many of these references into my own associational webs. Pierre Antal interpretations of François Couperin and Professor Longhair's Boogie Woogie was not what he had in mind. And so for me, the sense is in the sound and only in the sound. As Morton Feldman has said, beyond metaphor, beyond reference. So developing the interpretation that you'll hear tonight has been my attempt to model the sound, his sound, as material that has a specific temporal structure and timbral profile, a life cycle, a physical form and effect. My performance is not a traversal of a narrative or a program upon which we've agreed. I think we agree, but nor the conscious articulation of any formal structure. The performance act is one of bringing sound to life, an exploration of physical activity, almost a choreography, in the pursuit of acoustic animation. Thank you, Marilyn, for this wonderful talk. And so let's stress that what you said, the sound, the sense is in the sound. So it's perhaps time for a discussion, or would you like also to react to what Irina? No, I listen, it's so fantastic. So we're at the end of big 3 days. And Marilyn spoke about the body, the sound, and now I thought about interesting things. So the sound is alive because there is interpret. But sound is body, sure, but it's also psychic. So it's interesting, I thought about many of us are teaching how we can open for students, how we can give understanding psychically. Which kind of the sound? I don't know. Maybe there is somebody. Somebody wrote something about this. But Marilyn told about Liszt. I had some experience many years ago. I saw Kissin. He was 11 years old. He played Liszt. Okay, he was little. He couldn't sit at the chair and took the pedal. He was standing for playing Liszt. Yeah. But the kind of the sound was absolutely incredible. So there was no really technique or something, but it was, we know that this person is exceptional psychic. So it means, it's very interesting, that our psychical condition help us to find kind of the sound. Now, what to do now in 21st century when we have, I speak not about only the pianist, but what all kinds of the instruments, but especially pianists, because we have so huge instruments. So we have so many years and century of experience. So how to prepare the new generation? And it's also very interesting things. When I'm Russian, so I give you some example of Russian pianist. So very big pianist, Alexei Lubimov. He begins from the new music, from the 20th century. It means at the time, in 70s years, I don't know, maybe before. So his hearing absolutely sharp of the music then brought him to the old music.
So I don't know, I just speaking with everybody. So maybe for when the young person began to play piano, I don't know how is in United States, how the people is teaching, how the young musician begin to play. But maybe this is the way to thinking really for the future, hearing and understanding of the sense of the song. It means the first things I would like, the first moment showed just the chord, you know, it showing how the sound is done for everybody who wanted to use it. And then maybe from this show fantastic space that is now in our century with this sound, and they bring it, for example, for some Baroque music, for some Mozart music. So also there is a sound, another kind of the sound. But I'm sorry, I didn't prepare my speech also, just reaction. But I think there is something to do, and it's very also interesting, this experience psychically, how the people with different preparing psychically, different understanding, different hearing, and even the body, it's follow your hearing. So, I don't know, just sharing something. Yeah. Thank you very much, Irina. So we have just 10 minutes, well, 9 minutes for some questions from the audience. So if you want to comment something about or ask something to Michael, Marilyn, or Irina. Judy. This is I love Genet's play, Les Nègres. I think it's wonderful and very complex. And I'm very interested in knowing why you picked that to make an opera of. I suspect it's because of the polyphonic voices that are already in the text. Je peux me traduire rapidement. J'ai quelque chose que je dis trop souvent, trop souvent, qui est un... Je pense, après je peux expliquer pourquoi j'ai choisi les nègres. Si je dis pourquoi j'ai choisi le nègre, je vais peut-être me faire lyncher ici. Pour 2 phrases. Madame, messieurs, je me nomme Absalom Wellington. En dessous, rire orchestré. Ouais. Voilà. Voilà pourquoi. Alors... Oui. The reason why he picked Les Nègres is because of 2 lines, Madame, Monsieur. My name is Absalom William Wellington, and then in stage directions underneath, an orchestrated laugh. Yes. Alors une réponse autobiographique dans 2 sens. Hein. J'ai fait entendre Appel tout à l'heure. Appel est l'histoire de l'échec de trouver le rire dans le son instrumental. Et la pièce que je n'ai pas fait entendre, pour des raisons de temps, c'est la pièce pour laquelle j'ai pu enfin convaincre Boulez de entrouvrir les portes de l'IRCAM en ce temps, de travailler sur la synthèse de croisement du rire instrumental. Voilà. Donc, et dans les opéras, notamment le Gogol, j'ai développé au-delà du rire. Mais rire orchestré de Genet, c'est le moment névralgique de la relation. Ça, c'est intellectuel, ma réponse. La deuxième réponse est plus primitive. Vous traduirez ça. Dans un texte, je déteste les gens et moi-même si je dis « je cherche un livret ». C'est une position pour certains ou pour d'autres fonctions opératiques que celle pour laquelle j'ai parfois vocation d'écrire un opéra. Dans un texte, il y a ou il n'y a pas d'opéra, pour moi. Et cette vibration-là, j'habite à Paris
à côté d'un parc de sport qui s'appelle le Parc des Princes. Le matin, quand il va y avoir un match le soir, il y a quelque chose dans l'air, il y a du match. Et dans certains textes, il y a ou il n'y a pas d'opéra. Après, alors là, je l'avoue, je ne suis pas un bon lecteur. Je ne suis pas sérieux. Le texte, je le reconstitue d'une manière organique. Et ensuite, c'est une sorte de chirurgie très fine en stélioscopie pour faire vivre le texte et le découvrir en même temps qu'il révèle que oui, j'ai eu raison, il y a de l'opéra, il y a de la musique dans ce texte. Voilà. Next group that we didn't listen to was Appel, which he said he thinks of as a failure of the orchestral laugh. And he saw in Genet's text a certain opera-like matter. Voilà. Résumé. Yeah, thank you. Oui. So, yeah. En anglais. En anglais. In English. C'est pour Michael en français. J'ai eu la chance de parler de cette question assez longuement avec Boulez à l'occasion de plusieurs entretiens que j'ai faits avec lui. Puisque tu parles de Genet, est-ce que, d'après toi, pourquoi Boulez voulait faire un opéra avec Genet, travailler avec Genet? Est-ce que c'est parce que tu penses qu'il entendait de l'opéra dans cette langue-là et pas dans une autre? Il a voulu travailler avec deux auteurs, Heiner Müller et puis Genet, et puis ils sont morts. C'est comme ça que Boulez présente le fait qu'il n'a pas pu faire un opéra avec eux. Mais Genet en particulier. Je ne vais pas avoir respect pour le chef-d'œuvre qu'on a entendu hier parler à la place de Boulez. Pourquoi il n'a pas rencontré? Pourquoi il n'a pas rencontré? Just a question, because well, we have no time enough, but there is perhaps two questions and then you answer. So, please. I'm just concerned about the translator who doesn't have time to translate. Yeah, sure. So do you want to answer last? Non, je vais pas commenter. Je vais pas commenter aujourd'hui à la place de Boulez. Là, oui, enfin, je pense qu'il y a chez Genet, en tout cas, je pense, si vous pouvez le traduire, peut-être, pourquoi la rencontre, à mon avis, ne pouvait pas se faire. Il y a dans la langue de Genet. Alors, je crois que la jeune génération, en dehors de la barrière de la langue, il y a de l'électrophone. C'est-à-dire que la langue de Genet a la mémoire de l'opérette et de l'opéra du 19e. Et ça, je crois que ce n'est pas possible pour ce qu'on a entendu hier, cette création sui generis d'une forme qui... Donc, c'est tout le contraire de la mémoire. C'est à la fois le mémoire. J'étais très impressionné hier soir, je dois le dire, pour deux. Je ne veux pas ici, mais même je voudrais le dire si c'est possible rapidement. D'abord, le monde des échelles, c'est-à-dire l'au-delà du spectre qui est bien présent tout de même dans cette œuvre-là, c'est-à-dire le déroulement, une forme de déroulement mélodique à l'intérieur des trames polyphoniques, qui sont entièrement dans l'œuvre du chef-d'œuvre qu'on a entendu hier. Et bien entendu, le langage, en même temps, est totalement une forme unique. Or, chez Genet, il y a la mémoire des formes. Et là, je crois que la rencontre n'est pas possible. Okay. So just perhaps a few words about, could you translate about the memory of forms? The question was why would Boulez choose Genet's text, and Levinas thinks that the text has a sort of memory of the opera, of operette of the 19th century, and a memory of forms. Yes, there is. And that Boulez would not want, and that Boulez would not want the memory of other forms because he created pure form himself. Yeah. Right. Annegret, the ultimate, the last question. Oh dear. Actually, it was a question to Marilyn. Thank you. This was a fascinating
rethinking of the sense of sound in a different way, in a sense, as if I read you correctly, that there's also a way of gaining sense of sounds simply through the embodiment of the performative gesture. And if you're taking that, if I'm reading you there for Liszt, is this also something that you could sort of take into interpretation of the spectral, so that the embodiment of sound and the materiality of sound returns to the body, and that is what gives it sense. So that's how one can actually develop sense, just as one could through the au-delà du son and these whole layers. So, I mean, for me, the whole conference was about a way of thinking about how sound can gain sense through ways in which we think, embody, respond to, create, etc. sound. Whether it's through thinking, as François did, with the other in speech, or the air, or all these kind of levels, or punctuation, as we just heard earlier. So I'm wondering where the body, the performer's body, the interpreter's body might fit into this kind of horizon of creation of sense. Big term. Very for a very quick answer, and I think it's a personal answer. I'm not sure if it's a widespread. I mean, to me as a performer, we make sound. It's very base level sound creation. It's very mechanistic, and I mean, I'm trained as a theorist, and I'm very interested in rationalizations of sound, and I think something that distinguishes for me as a listener and as a performer and someone who experiences spectral music is sometimes getting away from those rationalizations, which are very rewarding and insightful, but the idea that the body, and that looking at sound realistically as a physical force that, obviously this goes back to a long time, and reacquainting ourselves with that sensation of sound. And I think this is part of the rhetoric in the 70s, around, particularly I've done a lot of work with Hugues Dufour, who's really written a lot about rationalization and intellectualization, and that some of the spectral attitude originally was a timely response against that kind of thing. And I think it does bring something to hearing, the idea of re-enchanting, remystification, and getting to know sound in a more bodily way, and I think that was an important aesthetic contribution. Yes, and Marilyn also, it's lies with the style, with type of sound, with type of music. So thank you very much. It's not very easy. Yeah. Thank you, Irina. Thank you, Marilyn. Thank you, Michael. Thank you, Maria. I think it's time now for music. And to get to the Steinhardt, well, that's on the 35 West 4th Street, 3rd floor, and right now, it's time to go. Thank you once again. Yeah.